Salut Stéphane. Bonjour Pierre-Antoine. Aujourd'hui, pour la 7e vidéo de Regard Libre, on va parler de François-Xavier Bellamy. Donc, j'ai intitulé cette vidéo Un socialiste de droite. On Alors, dirait, ouais. pourquoi Bellamy Parce que Bellamy, dans l'actualité, on a appris donc qu'il va être tête de liste pour les Républicains aux prochaines élections européennes. Il y a également une autre polémique, mais ça ne va pas être le sujet de cette vidéo aujourd'hui. C'est plutôt par rapport à son livre Demeure. Donc, je le montre juste à l'écran. Demeure de François-Xavier Bellamy. Pour échapper à l'ère, pardon, fais voir. Ouais, Pour ouais. échapper à l'ère du mouvement Non perpétuel. perpétuel. Waouh. Voilà un Ouais, titre. ça y va, quoi. Et en fait, ce livre a confirmé l'a priori négatif que j'avais sur lui. Mhm. Parce que j'ai trouvé que ce livre, il y avait beaucoup de choses assez banales sur le fait que être en mouvement sans avoir de but ne peut pas être une fin en soi. Bon, je sais pas, ça me paraît assez évident, mais bon. Apparemment, il y a un vrai débat actuel sur ce sujet-là, de savoir si avoir un but dans la vie, c'est important ou pas. Bon, de toute façon. Il y a une Et réponse à ça. Il y a une réponse qui est bien connue. 42. oui, c'est vrai. Et en fait, il y a un chapitre dans ce livre qui traite d'économie. Et vraiment, ce chapitre m'a atterré. Je veux dire, je trouvais qu'il était vraiment aveuglé, en restant poli, hein, parce que vraiment, ce chapitre sur l'économie est assez atterrant. Et donc, je voulais te proposer d'en discuter quelques passages. D'accord. Donc, c'est tiré du chapitre 8 de ce livre, là, Demeure, qui s'appelle Tout enfin passé dans le commerce. Et c'est à la page 200 du livre, pour ceux qui ont le livre sous les yeux. Donc, je citerai quelques passages du livre et on discutera. D'accord. Et pour les auditeurs, je note juste que ce qui est assez hallucinant dans ce chapitre, c'est que toute l'analyse économique est basée sur la théorie marxiste de la valeur. Et que Marx est le seul économiste cité dans tout le chapitre sur Mais, l'économie. Si on peut dire que c'est mais un économiste. rassure-moi. Ouais. Rassure-moi, Bellamy se positionne bien comme le nouveau Vauquier, etc. On est bien à droite, a priori. Bah, a priori, mais moi j'ai noté depuis quelque temps à droite, enfin c'est pas que depuis quelque temps, mais on voit les nouvelles têtes là, Bellamy, les journalistes type Eugénie Bastier, les sortes de conservateurs michéistes, enfin ceux qui se placent un peu dans la ligne de Michéa. Enfin voilà, c'est une sorte de magma conservateur marxiste. Michia, le libéralisme, ça fait deux déjà. Ouais, ouais, non, mais voilà, je trouve que moi, l'a priori que j'avais, c'est que je le rattachais un peu à cette ligne de pensée, les Eugénie Bastier, Natacha Polony, Michéa. Ah Et oui. en fait, en lisant le bouquin, je suis retombé vraiment là-dessus, quoi. Ouais. Euh, Eh bien, on va voir ça. Ouais, je voulais vérifier que c'était le cas. Moi, j'ai eu cette impression. On va en discuter. Donc, bon, allez, on y va. Allez. Allez. Alors, page 203, il commence. Donc, le règne du mouvement ne pouvait se traduire autrement que par une domination inédite de l'économie et d'une économie absolument dominée par le marché. Cette autonomie moderne de l'activité marchande a été analysée de manière incomparable par Karl Marx dans le premier livre du Capital. Tout bien produit par le travail humain a simultanément deux valeurs. Une valeur d'usage, ce qui le Ouais. rend singulier en tant que son utilité ne saurait être comparée ou mesurée à aucune autre, et une valeur d'échange. La valeur d'échange ne saurait être assimilée à la valeur d'usage, car comment pourrais-je comparer l'utilité d'une lampe et celle d'une chaise? Sa référence à la valeur d'échange sera le temps de travail global nécessaire à la production d'un bien. Donc Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer ce que pourrait être cette valeur d'usage et valeur d'échange et si Il elles y a sont beaucoup, pertinentes? Parce que moi, la valeur d'usage, il y a je ne beaucoup de connais mélanges. pas. Oui, oui, il y a beaucoup de mélanges là-dedans. Et effectivement, c'est très marxiste que de partir là-dessus. Il n'y a pas de valeur d'échange d'un côté. Et la première valeur, c'était quoi de Usage. production? Usage. D'usage. La Ok. valeur d'usage. Valeur d'usage et valeur d'échange. Il n'y a aucune différence. Ça n'existe pas, ce genre de choses. Ça n'a strictement aucun sens. Il y a. Par quoi je peux commencer?
vais peut-être commencer par la chaise et la lampe là, que tu évoquais. Ouais, c'est ça, ouais. La chaise et la lampe. C'est qui dit que voilà, la valeur d'usage d'une lampe, bah, c'est qu'elle va te permettre de t'éclairer. C'est Mm. ce qui rend la lampe singulière. Et que tu ne peux pas comparer cette utilité à une table une table est faite pour Oui, manger. ce qui est vrai. Ce qui est vrai, mais il oublie. Je pense qu'il faut revenir. Je vais peut-être faire un truc. Je ne sais pas combien on va avoir de temps. On va essayer de faire. Tu me corriges. Ouais, Mais je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux de ce qui guide comment dire, la logique économique véritablement libérale. Tu sais que je suis la théorie autrichienne, ouais, qui est basée fondamentalement sur des choses simples, de bon sens. Et il faut revenir à ça, je pense. La valeur des choses, c'est ce qui guide notre action. Ou plutôt, la valeur des choses se manifeste par notre propre action. Je vais reprendre un exemple que j'ai déjà pris, le fait que nous soyons tous les deux autour de cette vidéo à cet instant-là, qui est notre action à ce moment-là, d'accord ? Tous les deux, nous agissons par le biais de cet échange. On a choisi d'être là plutôt que de faire autre chose de notre dimanche après-midi. Ça veut dire qu'on accorde de la valeur à cette interaction, plus de valeur qu'autre chose, d'accord ? ouais. Et qu'en ce moment, le PC, etc., ma chaise, etc., puisque tu parles d'une chaise ou de l'éclairage de ma lampe, j'accorde de la valeur à ce PC, à cette lampe et cette chaise, plus que dans le lien de notre échange-là que par rapport à autre chose. Donc cette notion de valeur d'usage n'est jamais en fait qu'un moyen que j'accorde aux choses par rapport à une finalité qui est celle de notre échange à tous les deux. Il faut revenir pour comprendre les notions de valeur au fait qu'on agit chacun toujours dans un but qui est le tien, qui est le mien, peu importe, et que les choses ne sont jamais que des moyens par rapport à ces buts-là. Ensuite, Ouais. si j'échange une chaise, ou je ne sais pas moi, ça me manque parce que quelque part, je ne sais pas moi, je veux en faire quelque chose et que cet échange est un moyen lui aussi par rapport à une finalité plus grande. Donc, la valeur n'est jamais un truc en soi, elle s'inscrit toujours par rapport à une finalité qui est la mienne. Donc, il n'y a pas de valeur. Donc, la valeur n'est jamais associée à l'objet, Ouais. d'accord ? Elle est toujours liée à une finalité que j'ai moi. C'est moi qui exprime la valeur, c'est moi qui la connais, ce n'est pas les objets qui en ont. Il n'y a pas de Il n'y a pas de valeur valeur d'usage des intrinsèque objets. Voilà, il n'y a pas de absolue. valeur intrinsèque. Ouais. Que ce soit usage, échange ou pas, la valeur des choses, c'est moi qui la porte, qui la connais. Ta valeur à toi, ma valeur à moi, pour le même objet, ne sera pas la même parce qu'elle va dépendre de la finalité que j'ai que je associe à cet objet. Donc, il n'y a pas de valeur intrinsèque des choses. Et la valeur, bien sûr, se manifeste en fonction de l'action que je mène. C'est vrai qu'il peut y avoir un usage, c'est vrai qu'il peut y avoir un échange, mais c'est toujours une action particulière par rapport à une finalité. J'utilise quelque chose pour un but, j'échange aussi pour un but, et c'est par rapport à mon but que la valeur, quelque part, se manifeste. Il y a une valeur que j'ai moi à un moment donné, que je ressens même, c'est même pas que j'ai, que je ressens à un moment donné par rapport à une finalité que je peux avoir, faire un entretien, promouvoir le libéralisme, peu importe. Et la valeur de l'objet par rapport à ça, elle est à un moment donné, dans ce contexte-là, X, Y, Z par rapport à cette finalité. Ouais. Et tout à l'heure, elle changera par rapport, si je m'en sers du même objet, par rapport à une autre finalité. Il n'y a pas de valeur intrinsèque aux choses. Il n'y a pas de valeur d'usage et de valeur d'échange. La valeur s'exprime et se manifeste dans le cadre de mon action à moi, ton action à toi. Donc la valeur n'est pas intrinsèque, elle est ce qu'on appelle subjective. Elle est liée à chacun. Chacun de nous a pour le même objet une valeur différente et c'est notre action qui détermine la valeur. Donc déjà partir de l'analyse marxiste, Oui, c'est vrai que toi, parfois on dit ça. on est dans l'autre. Voilà. De la valeur, c'est déjà pour un mec de droite qui n'a rien compris à l'économie. C'est l'économie de base. Il n'y a pas plus basique que ça en économie. Effectivement, ça part très très mal. Ouais, donc ça part très très mal. Donc on va continuer dans le mal.
Donc, page 206. Donc là, bon, je prends quelques passages. Le marché n'est donc pas nouveau. Ce qui est propre à notre époque, en revanche, c'est la place qu'il semble avoir prise, le fait qu'il soit devenu le centre de référence de la vie économique, sociale et politique. Et cela, pour le coup, est inédit. Pendant des siècles et jusqu'à une période très récente, la majorité de la population dans nos sociétés occidentales vivait sans argent, ou presque. Dans le monde agricole, par exemple, la cellule familiale partageait l'effort et le fruit, le travail et son produit. On partageait l'œuvre commune comme la table commune. On travaillait, bien sûr, mais sans être rémunéré. Donc ce genre de portrait un peu romantique de l'ancien temps où les gens ne se préoccupaient pas de Non, commerce. mais Enfin, on moi, peut je pas ne dire que ce comprends soit pas faux. parce que, enfin voilà, tu vois, les premiers trucs, les premières traces de l'écriture, c'est des tablettes de comptabilité, de transactions commerciales. Donc pour Mais moi, attends, on va être gentil. vas-y. On va être gentil. On peut pas dire que ce soit faux. Sauf que c'est extrêmement étroit et rétrograde. Euh, prenons son truc. Une famille, en général, une famille a un fonctionnement communiste. Ouais, ça, C'est d'accord. assez vrai. Oui, ça c'est vrai. Le père, la mère décident pour les gamins et même en droit français, le père même a autorité sur la mère ou en tout cas sur la famille. Et donc, il y a effectivement une décision en général autocratique, paternaliste ou peu importe, des décisions économiques par rapport à la famille. C'est vrai. Ouais. Non, ça, Mais non, ça veut pas dire. C'est vrai. Non, mais c'est ouais, vrai. ouais, c'est vrai, c'est Il y vrai. a tout un tas de raisons pour cela qui sont fondamentalement liées à la responsabilité que portent les parents et le parent par rapport à l'ensemble de la famille, par rapport au reste de la société. Mais le point, c'est que c'est pas parce que la famille fonctionne comme ça que la société fonctionne comme ça. Quand il dit au début que le marché est un concept nouveau, c'est une énorme Non, sottise. il dit c'est pas nouveau, mais que aujourd'hui ça a pris, voilà, que c'est devenu le centre de référence de toute la vie, quoi. Il dit Ben, que c'est l'alpha et si on l'oméga. revient sur sa référence un peu moyenâgeuse, Ouais. oui. Je ne sais pas si c'est l'alpha ou l'oméga. Non, mais selon lui, maintenant, aujourd'hui, c'est l'alpha, ça serait l'alpha et l'oméga de la vie économique, sociale et politique. Il y a plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas de vie économique sans marché. Ouais, Le marché et la vie économique, c'est la même chose. On ne peut pas vivre de manière économique sans marché. L'expression de la vie économique, c'est le marché. Et le marché est quelque part le vecteur sous-jacent de la vie économique. Le concept économique sans marché, ça n'a strictement aucun ouais, sens. Mais inversement, le marché, par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est quelque chose de totalement neutre. C'est juste un effet de notre activité économique à tous et à chacun. Il n'y a ouais, pas un marché qui s'impose à nous. C'est le marché qui est l'expression de notre propre action. Donc, quand on parle du marché, c'est un abus de langage. Il n'y a pas un marché. Il y a juste le marché est un terme facile, conceptuel pour signifier activité économique. ouais. Mais c'est une résultante de notre activité économique à tous. Ça, c'est un premier point. Ensuite, pour revenir sur son truc un peu moyenâgeux de la cellule familiale, etc., nous savons tous que quand tu te balades un peu dans les campagnes et que tu retournes à ce titre-là un peu en arrière dans le temps, toutes les places de village sont en général des places de marché. Ouais. Moi, dans mon Occitanie natale, toutes les bastilles qui sont au centre du village, avec les arcades qui sont autour, ce sont des places de marché où tous les dimanches, régulièrement, les gens venaient vendre fruits, légumes, bestiaux, que sais-je, et la vie économique se Ouais. manifestait au marché. C'est indissociable de la vie économique, même au Moyen-Âge. Ouais, on voit que dans l'architecture, ça a été dès le début le centre de la vie, avec l'église. Mais Tout bon, à fait, exactement. C'est-à-dire concevoir la vie sociale et pas seulement ouais, économique sans celle du marché, quel que soit le terme qu'on emploie, l'association confiée au marché, c'est totalement illusoire. Ensuite, le troisième point, pour revenir sur la modernité du concept, je pense que là aussi il y a une erreur, c'est nous sommes plus de 7 milliards sur cette Terre, nous n'arrivons à vivre et notamment à nous nourrir sur Terre que grâce au fait justement qu'il y a un marché, une activité économique transnationale, internationale, etc., un immense marché, et un marché des marchandises, de la nourriture, etc., qui fait qu'on arrive à se nourrir. ouais, parce T'imagines qu'avec la division du travail, on arrive à être de plus en plus spécialisé et exactement, plus exactement. efficace. Exactement. Nous sommes tous les deux à Paris.
Prends Paris tel qu'aujourd'hui est Paris. Si Paris n'était pas la convergence par Rungis et autres de tout un tas de productions agricoles et qu'il n'y avait pas des marchés et un immense marché sur Paris, je ne sais pas combien de millions que nous sommes sur Paris n'arriveront pas à nous nourrir. Nous nous nourrissons donc que Paris grâce à la convergence du marché alimentaire et autres sur Paris. Et c'est pareil dans toutes les mégapoles et dans plein d'endroits sur Terre. S'il n'y avait pas un marché, une activité économique suffisamment libre, spontanée, etc., nous n'arriverions tout simplement pas à nourrir les 7 milliards que nous sommes sur Terre. Donc, imaginez qu'aujourd'hui, la vie sociale, il y a une recrudescence, une omnipotence du marché. J'ai envie de dire tant mieux, parce que sinon, nous ne serions pas 7 milliards et nous n'arriverons pas à nourrir 7 milliards sur Terre. Vu qu'au Moyen-Âge, il y avait pas mal de famines, bon. Oui, et un effet. Bon. Il y a eu des hauts et des bas de population, des famines, comme tu dis. Ce n'est pas tout à fait un hasard. C'est que le marché à l'époque n'était pas aussi international et décloisonné qu'il est aujourd'hui. Alors, je continue. Donc, page 209. Désormais, observe Marx, nous ne travaillons plus pour le produit et sa valeur d'usage, nous travaillons pour le marché et la valeur marchande du bien qui pourra s'échanger. Donc là, on revient sur ce qu'on a dit. Il n'existe pas cette césure entre valeur d'usage et valeur de marché. On ne produit pas un objet parce qu'il a une valeur intrinsèque. Ouais. Un entrepreneur fait un produit. Effectivement, l'entrepreneur investit et se lance dans la production, j'en sais rien moi, un téléphone, parce qu'il fait le pari, a priori, qu'il espère qu'effectivement, ce téléphone trouvera une valeur aux yeux des clients. Ouais. Mais c'est un pari. Lui, il imagine, il essaie d'estimer combien il va pouvoir le vendre, il essaie d'estimer un prix, et donc il fait tout un tas de paris, de calculs de coûts et de méthodes de production pour viser ce prix et donc quelque part une marge, etc., un revenu pour lui. Mais s'il n'y arrive pas, si ses clients trouvent que c'est trop cher, que c'est inutile, qu'il ne vend pas, et donc que le pari que tu évoques sur la valeur d'usage n'est pas trouvé par les clients, parce que c'est les clients qui décident de cette valeur d'usage. Elle n'est pas intrinsèque au produit, encore une fois. Eh bien, l'entrepreneur, il échoue, il fait faillite et il repasse, il fait autre chose. Si la valeur d'usage était aussi limpide que cela et qu'on pouvait l'estimer, les entrepreneurs ne feraient pas faillite, puisque par définition, la valeur serait intrinsèque. Le fait que les entrepreneurs font faillite montre bien qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque, sinon il n'y aurait pas de faillite. Ouais, très bon point, ça. Ensuite, page 217. Alors, la seule maxime qui reste à la politique est l'injonction de tout faire pour libérer le mouvement, pour laisser faire et laisser passer. La politique est conduite par là à s'effacer pour que plus rien ne puisse empêcher la circulation universelle des personnes et des choses orchestrée par l'économie marchande. L'extension indéfinie du domaine du marché devient, sous le nom de croissance, le but premier de l'activité politique, celui à partir duquel on évaluera la réussite de nos dirigeants. Alors, bon, cette phrase, je ne sais pas dans quel monde vit Bellamy, parce que je ne vois pas cette volonté de la politique de encore plus de liberté au niveau des économies et des partages de la circulation des choses. Donc, je ne sais pas d'où il sort ce constat. Je dirais qu'il y a deux choses qui me frappent, et dans une peut-être plus encore que l'autre. La première, c'est, je te rejoins, exprimer un truc comme ça, c'est montrer une incompréhension profonde du rôle de la politique par rapport au marché, à la liberté, etc. Mais ce n'est même pas tellement ça qui me choque le plus. C'est que je pense qu'on peut sincèrement prendre cette phrase, on la met dans la bouche d'un Mélenchon, et on obtient le même résultat, à la différence qu'elle sera beaucoup plus crédible et qu'il se l'appropriera tout autant. Donc, je trouve que moi, ce qui m'inquiète, ce n'est même pas la preuve de totale incompréhension économique dont fait preuve Bellamy avec une telle phrase. Ce qui me choque beaucoup plus profondément, c'est que la droite soit allée se chercher un soi-disant chef qui se manifeste ou se comporte par ses propos comme étant un parfait communiste. Au-delà de la référence et d'aller chercher Marx, je pense qu'on va pouvoir faire l'exercice, toi et moi, de chercher des discours mélenchoniens et de trouver exactement le même propos. Ah oui, ça c'est typique. C'est vraiment typique.
c'est surtout ça qui me paraît gravissime. On savait que la droite, depuis 20 ou 30 ans, glissait doucement à gauche chaque année un peu plus, et que c'est pour ça que justement la gauche continue de s'installer et que la droite échoue, etc. Mais là, aller se chercher un pingouin pareil qui fait le Mélenchon et qui compte aller lutter contre Mélenchon avec de tels propos, ça fait ça. Ouais. Autant préférer l'original. Hein. Mais au moins, l'avantage de l'original, c'est qu'il a la couleur rouge, si tu veux. Mais là on a la pilule bleue et la pilule rouge, mais toutes les deux amènent au même résultat. Ouais. Ok, on continue. Alors, page 218. C'est le propre de l'État que d'être stable. Il reste quand tout passe. Cette continuité de l'État en fait un signe de contradiction dans le monde de l'universelle mobilité. Là où tout se transforme, l'État incarne à contretemps la stabilité des institutions qui semblent, par leur seule existence, manifester silencieusement leur résistance à l'incantation bavarde de l'adaptation, de l'agilité, de la transformation permanente. Donc on voit là que Bellamy est un idolâtre de l'État. Hein. C'est la voie de salut pour lui, de ce que je comprends. Il y a plusieurs points, me semble-t-il. Il y a effectivement une idolâtrie. Il y a une idolâtrie affichée, en tout cas, d'une forme de conservatisme, puisque quelque part, l'idolâtrie est justifiée par la capacité de l'État à la stabilité. Donc, quelque part, c'est du conservatisme. Mais c'est surtout qu'en plus, les arguments et la réalité sont totalement faux. Il y a des chiffres très simples à prendre. Si l'État était la stabilité, indépendamment même de sa justification, indépendamment des institutions, on va prendre la Ve République, hein, juste, tu prends la Ve République, 1958, on devrait 60 ans après avoir la même constitution et les institutions devraient être à peu près les mêmes. Ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs évolutions de la même constitution et je ne sais pas combien de fois de congrès depuis. Les lois qui existaient en 1958 n'auraient quasiment pas bougé. La fiscalité n'aurait pas bougé. Les codes, les 69 codes qui font notre... non. Voilà, on a 69 codes qui font la législation en France. Ces 69 codes, vraisemblablement, n'existeraient pas et seraient tous d'une épaisseur ou mieux comme ça, alors qu'aujourd'hui, la plupart sont un peu plus gros comme ça. Donc, je ne sais plus que j'ai plus combien en tête de nombre de pages qui représentent les 69 codes, mais je crois qu'on n'est pas loin des 40 000 pages. Il me semble. Hein. Ça, je sais ce que je veux dire, c'est qu'en 60 ans, et je fais abstraction des 4e République, je me mets juste en 5e République. Je pense que la 5e République doit probablement détenir le record de production législative et fiscaliste de toute l'histoire de France. Alors que par définition, si on prend la logique de la stabilité, normalement, on aurait dû quasiment avoir aucun changement pendant cette période-là. Je pense ses propres arguments à lui. Il me semble aussi que sous la période de Sarkozy, il y a une année où il y a eu un changement de fiscalité tous les 2 jours, pendant au moins une année. Je crois qu'il y a eu 145 modifications fiscales pendant une année, sous Sarkozy. Tout cela, et je prends le mec de droite, hein, tout cela sont des exemples très concrets qui démontrent qu'au contraire, l'État étant l'arbitraire le plus total et parfait, l'arbitraire s'accompagne par un constant changement de lois, de textes, de fiscalité, de règlements, que sais-je, qui perturbent en permanence la vie sociale et la vie des individus, qui courent derrière en permanence et qui se démènent comme de pauvres malheureux pour arriver là-dedans à eux retrouver la propre stabilité. Le défi de l'État, c'est que ça a conduit les gens à chercher la stabilité. C'est tout le contraire. La vraie stabilité, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai signé un contrat avec mon voisin, etc., jusqu'à Noël an, le contrat ne change pas. Et peut-être que pendant 30 ans, une génération, plusieurs générations, ce contrat ne changera pas. Soit évidemment si je le souhaite et je discute. Mais je peux très bien, dans un pays libre, signer un contrat avec mon voisin et que ce contrat ne change pas et s'applique aux générations suivantes pendant des générations, si personne ne demande à ce que ce soit changé. Et on a vu ça pendant le Moyen-Âge où les choses étaient relativement stables, où une fois qu'on avait mis en place, je ne sais pas moi, les règles de distribution de l'eau, les règles d'accès aux champs et les routes qui y mènent, ça ne va pas changer tous les jours.
Ça peut changer, bien évidemment, mais c'est justement parce qu'il n'y a pas de changement, parce qu'on est tombé d'accord, qu'on a signé un contrat, qu'à partir de là, on a une stabilité, qu'on peut commencer à faire du business et envisager de vivre. Alors qu'en France, on est dans un pays où on passe son temps à courir dans les changements, et au lieu de faire du business, on essaie au contraire d'éviter de passer à la fiscalité, qui change tout le temps. Ouais. C'est exactement le contraire qui est vrai de ce qu'il dit. Ouais. C'est exactement le contraire. L'État nous force à changer. Alors que normalement, l'État devrait là, justement, effectivement, à nous permettre de ne pas avoir à nous préoccuper de ce changement. Ok, très bien. Donc on va finir par une dernière citation. Là, je pense que c'est un peu la cerise sur le gâteau de toutes les citations. Alors, c'est page 223. La vie démocratique a un sens en tant précisément qu'elle crée une pluralité d'options, qu'elle organise ce dialogue public autour du bien et du juste, pour que chaque citoyen puisse participer en conscience à un véritable choix collectif. En interdisant toute alternative, en nous imposant comme seule politique possible l'administration technique des changements sans fin qui exigent de nous la compétition des marchés, la domination de l'économie ne peut que constituer une crise démocratique majeure. Donc, ce qu'on comprend, c'est que la démocratie, c'est la liberté et le marché, c'est l'esclavage. Moi, je ne sais pas comment on arrive à de telles conclusions. En plus, il confond, je pense qu'il confond encore une fois. J'ai plus la citation de tête par cœur, mais je peux facilement retrouver. Il y a plusieurs citations de Ludwig von Mises et de ses successeurs qui font du marché la seule véritable démocratie. Mais je vais répondre plus précisément à ta question. Disant que, en fait, là où il y a un vrai marché libre, ça veut dire que chacun, à tout moment, peut acheter à peu près ce qu'il veut librement. Et ce faisant, il exprime les choix qu'il fait au titre du marché sur les produits qu'il trouve les meilleurs à son goût, etc. Chacun pouvant faire de même. Donc, par définition, ces choix qui se font en permanence, j'achète ceci, j'achète cela, et j'achète pas ceci ou j'achète pas cela, et toi tu ferais pareil, déterminent démocratiquement les articles quelque part et ce qui nous est proposé comme étant bien ou pas au titre de chacun. Donc, autrement dit, le marché libre, par le fait qu'il permet à chacun de choisir ce qu'il veut, est la meilleure des démocraties qui s'exprime pour chacun et chacun à sa manière. À l'inverse, dans son truc-là, cette superbe démocratie qu'il évoque, qui rigidifie au contraire les choix, n'a rien de libéral, en plus n'a rien à voir avec le marché, puisqu'elle elle impose à tout le monde, on a déjà largement parlé de la démocratie, mais elle impose à tout le monde un nombre extrêmement limité d'options, même si le nombre de candidats à la présidence, à la dernière présidence, était complètement ridicule. Il reste de toute façon extrêmement étriqué et personne ne trouve jamais le candidat qu'il voudrait avoir. Donc au contraire, non, la démocratie ne donne pas le choix aux gens. C'est le marché qui laisse le choix aux gens. Donc c'est encore une fois, je pense qu'il mélange complètement les deux choses et ne voit pas que le marché est l'expression de la liberté des gens et non pas l'inverse. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais… Si, c'est ça. Ouais, c'était sur l'aspect aussi, quand on dit, oui, par rapport au rôle de l'État, que l'État, c'est l'usage de la force pour imposer les décisions et qu'un philosophe puisse dire que voilà, l'État, c'est la liberté, que la démocratie permet de faire des choix collectifs et que c'est bien par rapport à un marché qui serait esclavagiste, ça paraît complètement… Je crains que, heureusement, il y a de belles exceptions, mais je crains que beaucoup, pour ne pas dire la grande majorité des philosophes, n'ont pas de formation économique du tout et effectivement ne savent pas raisonner de manière sociale, de manière, comment dire, excuse-moi, c'est l'anglais qui me vient, de bottom-up. C'est-à-dire en venant de la base vers le… en partant de l'individu et non pas en partant par le haut. Moi, je constate, il y a quelques belles exceptions comme Damien Tellier ou d'autres, mais très, très peu de philosophes ont un tant soit peu de compréhension, de perception de la dynamique individuelle des marchés et savent raisonner d'une manière venant de l'individu pour remonter vers la société
et ont été formés aussi à raisonner de manière globale et essayent ensuite de descendre vers l'individu. Ce qui peut être pertinent dans une logique rationaliste dans certains cas, mais qui ne l'est pas par rapport à la dynamique que sont les marchés. Donc, ce n'est pas du tout pour l'excuser, mais ça peut excuser son incapacité ou son non-formation au raisonnement économique. Mais quand on est philosophe et qu'on n'a pas du tout réfléchi à l'économie, on se renseigne et on essaie avant tout d'aller chercher des auteurs économiques qui peuvent exister au-delà de Marx, parce qu'heureusement, il y en a beaucoup d'autres, pour au moins, voilà, pour combler ces lacunes. Moi, personne m'a dit d'aller chercher des auteurs et je me suis débrouillé tout seul pour apprendre ça, quoi, si tu veux. En plus, quand on est philosophe et qu'on parle d'économie, c'est assez paradoxal, mais que c'est intéressant d'aborder l'école autrichienne, parce que l'école autrichienne, en plus, a une logique, une façon d'aborder le raisonnement économique complètement compatible avec les logiques philosophiques. En ce sens que la logique économique de l'école autrichienne est extrêmement rationaliste. Elle part d'une analyse de la réalité telle qu'elle est perçue par l'individu, bien sûr au niveau individuel, et elle fait un raisonnement extrêmement rigoureux par rapport à l'action humaine pour en déduire tout un tas de lois qui sont celles qui décrivent le fonctionnement des marchés. Donc c'est totalement de la philo, c'est totalement rationaliste, mais par contre c'est individuel, c'est-à-dire qu'on parle d'individu, on ne parle pas de la société ou de magma de ce genre-là. D'accord. C'est dommage parce que quelque part, c'est pas très loin, on peut faire de la philo quand on fait l'éco, et même l'économie, c'est de la philo, mais à condition de partir d'individu. Ouais. Donc, si on devait recommander un livre à François-Xavier Bellamy pour combler ses lacunes, L'action humaine de Très, très facile. Soit l'action humaine, mais il y en a même encore un plus simple, parce que monsieur est philosophe. L'éthique de la liberté, tu vois, le mot éthique déjà, Oui, l'action humaine, c'est un document, c'est un livre qui est quand même assez technique. Je pense que s'il arrive à rentrer sur les 8-9 premiers chapitres, ça sera pas mal. De là, c'est compliqué. Par contre, l'éthique de la liberté, c'est de la philo. C'est de la philo. Ok, je lui mettrai le lien dans les commentaires. Amusant pour voir. Il pourra le commander. Ok, très bien. Merci Stéphane pour cette discussion et tes commentaires. Je t'en prie. Il y a quand même ce point sur la philo, excuse-moi, puis vas-y. Bellamy, il me semble que c'est un ouvrage de référence du 19e siècle, il me semble. Tu as regardé quelle histoire qui est racontée dans Bellamy? Cherche l'histoire de Bellamy. Ah, Bellamy de Maupassant? Oui, je pense qu'il y a un clin d'œil que je ne peux pas m'empêcher de faire. Ah oui. Moi c'était plutôt peut-être Tartuffe, mais c'est autre chose. C'est trop tentant. Ouais. Ok. Bon, merci Stéphane. Bonne fin de dimanche. À très bientôt. Toi aussi. Salut Stéphane. Ciao.